début de semaine, mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver. Nous allons débattre aujourd'hui avec Jean-Claude Nganzoua de la cellule de communication de Nogec. Nous allons parler des grands sujets d'actualité. Très heureuse d'être avec nous, Jean-Claude. Je peux vous appeler Jean-Claude. Jean-Claude, c'est mieux. Merci, Jean-Claude. Très heureuse d'être avec nous. Nous allons commencer par le social. Déjà, depuis ce matin, depuis ce lundi, en tout cas, il y a pénurie de carburant en République démocratique du Congo. La population est vraiment laissée à l'abandon. Et moi, d'ailleurs, ce matin, j'ai acheté 5 litres à 15 000 francs. J'ai les cambistes, parce que dans les stations, ça ne se vend pas. Est-ce que notre gouvernement, Jean-Claude, n'a pas prévu cette pénurie? Ou il y avait déjà quelque chose qui couvait? Bon, d'abord, je vous remercie pour l'invitation. C'est une situation, si on avait un gouvernement vraiment responsable, moi je pense qu'il devait déjà prévoir. Parce qu'il y a un problème de leadership dans le sens où le ministre sectoriel, puisque déjà la situation s'est annoncée au niveau de l'Ukraine et puis de la Russie, et déjà au niveau de l'Europe, ils avaient déjà commencé avec ces genres de fléaux. Ils devaient normalement prévoir pour que nous ne puissions pas connaître ces genres de situations. C'est une conséquence de la guerre russo-ukrainienne, c'est que nous vivons aujourd'hui. Bon, c'est ce que présente le gouvernement en place. C'est ce que présente le gouvernement en place. Et moi, je pense qu'à l'heure actuelle, nous sommes en train de subir. Hier, j'ai fait la tour de la ville. La situation était extrêmement complexe. Et lorsque la population souffre, c'est le gouvernement qu'on regarde, c'est le président de la République qui doit assumer et prendre ses responsabilités pour que nous ne puissions pas connaître ce genre de situation. J'ai vraiment peur que nous puissions faire une semaine dans ce genre de situation. Sinon, nous allons connaître une situation vraiment pénible en termes de ressources de carburant dans la ville de Kinshasa et dans l'ensemble du pays. D'ailleurs, merci à toi, Stani Boujakera Chamala. Il nous dit que le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, a tenu une réunion d'urgence ce lundi avec les sociétés pétrolières Sep Congo, Sonaïdroc, Kobil, Total, Engen, ainsi que d'autres entreprises commerciales intervenant dans les secteurs. Il n'y a pas de pénurie. Donc, eux, ils disent qu'il n'y a pas de pénurie, mais on ne voit pas le carburant dans les stations-service. Qu'est-ce qui se passe? La politique en place, en fait, ils ne peuvent que dire ça. Mais moi, ça m'étonne. Même moi, si je suis vu dans les réseaux sociaux, le ministre a dit qu'il n'y a pas de pénurie. Mais pourquoi est-ce que le carburant est rare? Vous avez pris votre véhicule pour arriver aujourd'hui. Vous avez même dit que vous avez acheté 5 litres à 15 000 francs. Et pourquoi est-ce que dans les temps anciens, ça ne se vendait pas à 15 000 francs, qu'actuellement qu'on puisse le vendre à 15 000 francs? Ça prouve en suffisance qu'il y a l'incapacité pour voir comment gérer son secteur. Et nous sommes en train de souffrir. Il ne peut pas dire qu'il n'y a pas de pénurie parce que nous souffrons et la situation est extrêmement complexe. Je pèse le mot ce que je suis en train de dire. Donc, d'ici là, même si vous dites qu'en politique, bon, ils essayent d'atténuer un peu la tension parce que vraiment, ça ne va pas. Donc, nous espérons que d'ici là, ça va se décanter. Si le ministre nous le dit ouvertement avec le DG d'Engen, donc peut-être d'ici demain, d'ici ce mardi, la situation peut se décanter. Le souci, le souhait est que la situation puisse redevenir à la normale. Mais la lire ouvrant la situation, puisque déjà aujourd'hui, il y a vraiment un sérieux problème de carburant, je ne pense pas que dans un futur proche, il va trouver la solution. Je ne pense pas. Nous allons prendre un autre sujet qui est quand même assez triste aussi. C'est un déraillement de train de marchandises de la CNCC qui a eu lieu ce dimanche dans la province du Lualaba. Je crois que c'est un énième accident, un énième déraillement de train dans ce secteur-là. Qu'est-ce qu'il faut, Jean-Claude, pour faire revivre le secteur ferroviaire? Parce que je me rappelle que Stanley, je ne sais pas où, un grand explorateur a dit, sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire revivre ce secteur-là? À mon entendement, avant qu'on puisse nommer un responsable dans un secteur tel que cela revient au ministre Chéribo Okene, parce que c'est lui qui préside le secteur, il doit normalement avoir un plan avant de diriger le secteur, par exemple, tel que vous avez dit pour le secteur de transport, en fait. Tel que vous l'avez dit, c'est pas plus d'un mois. Nous avons connu 2 déraillements de chemin de fer, toujours dans l'ancienne province de Katanga, au niveau de Lualaba. Moi, je pense que le ministre Chéribo Okene doit améliorer la situation de chemin de fer au niveau de Lualaba. Et ça aussi, c'est parce que
de trafic qui se font au niveau de ces deux provinces. Il y a le Kasaï et l'ancienne province du Katanga. Très souvent, c'est dans le chemin de fer. Et lorsque le ministre sectoriel ne sait pas comment améliorer les conditions, nous allons subir ce genre de moments en répétition. Pas plus d'un mois, nous avons connu ce genre de problème. Et récemment, ça avait encore se répéter. Il aurait dû trouver des solutions lorsque la situation s'est déraillée la fois passée. Mais puisque nous sommes dans un régime où les choses vont dans le sens contraire, au lieu de trouver des solutions préventives, ils préfèrent trouver des solutions curatives. Et ça, nous sommes en train de subir. Nous subissons à chaque fois les événements. Effectivement, parce que nous avons des autorités qui pensent trouver des solutions curatives. Après accident, effectivement. Or, lorsque vous êtes autorité, vous devez trouver des solutions préventives. Vous travaillez en amont que de travailler en aval. Et lorsque vous travaillez en aval, c'est pour réparer des drames, des actions qui viennent à peine de se passer. C'est en fait ça que nous sommes en train de vivre. Et c'est vraiment regrettable de perdre de perte en vies humaines comme ça. C'est triste. C'est triste et puis c'est vraiment triste. Vous êtes communicateur de la NOGEC, c'est ça, hein? Oui. NOGEC, de la NOGEC. Quel est votre point de vue, quel est le point de vue de la NOGEC par rapport à l'état de siège? Parce qu'on nous dit ici 12 morts, 12 personnes ont été tuées dans une attaque des combattants ADF la nuit du dimanche à ce lundi 4 avril dans le village de Massambo, secteur de Rwenzori, dans les territoires de Béni, dans le Nord Kivu. L'état de siège, c'est là-bas. Ituri, je crois que c'est pas c'est dans au Sud Kivu, parce que je confonds. Nord Kivu, Sud Kivu. Il n'y a pas l'état de siège au Nord Kivu, hein, peut-être je confonds. Mais il y a quand même l'état de siège. C'est Nord Kivu ainsi qu'à l'Ituri. Ah, c'est en Nord Kivu qu'il y a l'état de siège. Oui, pas à Sud Kivu. Ok. Il y a l'état de siège là-bas, mais les morts continuent. L'ADF est là. Aujourd'hui, il y a la résurgence du M23. Qu'est-ce que la NOGEC préconise de fois comme solution? Est-ce qu'on doit continuer avec l'état de siège? On doit surseoir ou on doit se mettre à table avec le M23? Parce que j'ai ouï dire qu'il y aurait peut-être des négociations avec le M23. Lorsque nous étions autour de notre maître Constant Moutamba, que je salue d'ailleurs en pensant, nous étions en train de réfléchir sur la situation de la sécurité au niveau de notre pays. L'état de siège, c'est bon, mais de mécanismes pour voir comment trouver des solutions par rapport aux problèmes de la sécurité qui guette notre partie Est, c'est ce qui... il y a eu une préparation. Ils n'ont pas trouvé des voies missives pour voir comment mettre ces dictateurs hors de notre État. Et c'est ce que nous sommes en train de subir. En fait, lorsqu'on parle de la sécurité, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Quelle est la politique que vous avez mise en place? Qui sont les acteurs? De quelle manière vous procédez? Comment vous faites pour traquer? Quelle est la politique? D'abord, nous avons un sérieux problème d'effectifs de l'armée. Et puis, est-ce qu'ils sont réellement motivés, ces soldats? Je le pense. Ce que vous pensez... Il y a quand même des retombées, il y a quand même aussi des retombées positives. On récupère aussi certains bastions. Donc notre armée est aussi soucieux de récupérer ces pans de territoire dans les mains des rebelles. Moi je pense, je vais essayer d'illustrer un exemple qu'avait, lorsque nous étions échangés avec notre maître Constant Moutamba. Les léopards qui ont joué récemment ici, comme prime de motivation, ils ont touché, bien avant même le Manchuri et tout, ils ont touché, à moins que je puisse me fourvoyer, 40 000 $. Chaque joueur ou l'ensemble de l'équipe? Chaque joueur et le staff, en fait, l'équipe qui accompagne les léopards. Ils ont touché 40 000 $ avant de jouer le football. Je ne pense pas que ceux qui défendent l'intérêt, jusqu'à perdre leur vie, ils touchent, même 500 $, je ne pense pas, en termes de motivation pour le combat. Vous savez ce que ça fait de manière psychique lorsque une personne sacrifie sa vie pour la nation et qui ne touche pas la motivation comme il faut. Et c'est les joueurs aussi, ils sont en train de vendre le maillot, donc ils sont en train de mouiller le maillot pour notre pays. Mais ce n'est pas au risque de perdre leur vie. Cette discrimination, deux fois, ça pose deux fois de problème. Moi, je pense que s'il y avait une très bonne politique pour l'état de siège et que l'État savait vraiment s'assumer
par rapport au problème de la sécurité est que ces soldats militaires que j'encourage même moi presque chaque jour, et je prie pour eux à chaque fois que je me rends à l'église, si vraiment ils avaient une motivation conséquente par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, je pense que... Mais le gouvernement dit aussi à travers son porte-parole que si ces milices ou si ces rébellions persistent, c'est parce qu'il y a un soutien des habitants, un soutien de la population locale. Le gouvernement l'a dit carrément. Donc notre population, nous participons nous-mêmes à la destruction de notre propre pays, Jean-Claude. Effectivement, lorsque j'ai pris la parole pour répondre à la question que vous m'avez posée, c'est quelle est la politique, quels sont les mécanismes mis en place. Parce que la guerre, ce n'est pas seulement la guerre contre le M23 et les ADF. Et il faut aussi préparer la population pour voir comment le démotiver à ne pas soutenir. Si et seulement si cela est vrai. Parce que moi, je ne pense pas, c'est lui qui voit son frère, sa sœur mourir et la même personne aller soutenir de l'autre côté. Si et seulement si c'est vrai. De quelle manière la politique de notre le gouvernement en place est en train de mettre pour voir comment préparer de manière culturelle la population qui vit de l'autre côté. Vous comprenez? Parce qu'il y a des mécanismes qu'il faut mettre en place, il y a des acteurs qu'il faut mettre en place, il y a de mécanismes, de voies missives pour voir comment d'abord préparer moralement la population et en même temps motiver les gens, le soldat, ceux qui mouillent le maillot à risque de perdre leur vie. Et moi je pense que c'est à ce moment que nous allons trouver des solutions pour voir comment pallier à la situation sécuritaire de notre pays. Donc c'est en fait ça, parce que lorsque vous entendez le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, il parle mais de manière superficielle. Mais lorsque vous entendez le communicateur de l'armée, qui passe très souvent, lorsqu'il parle aussi, vous sentez, et lorsque vous descendez sur place, vous entendez le cri de ceux qui sont de l'autre côté. J'ai suivi la fois passée le docteur Denis Mukwege. Si vous l'entendez, vous risquerez même de pleurer. Il parle avec son cœur. Mais depuis que l'état de chaise est de l'autre côté, il n'y a pas évolution, il n'y a pas. Mais quand vous entendez Patrick Mouyaya, c'est contradictoire en fait. Qui dit vrai, qui dit faux. Qui dit vrai, qui dit faux. Nous revenons ici à Kinshasa, Jean-Claude. Possible reprise du procès de Vital Kamerhe. Beaucoup disent, eh ben c'est une façon, pas une façon, mais beaucoup prédisent déjà qu'il sera blanchi. Beaucoup disent qu'on va annuler sa condamnation en appel de 13 ans. Donc il va être blanchi carrément, plus de casier judiciaire. Je ne sais pas si je suis dans le vrai. Et ceux qui réfléchissent au-delà disent c'est le prochain Premier ministre de la République. Beaucoup de choses se disent. Moi, en RDC, en tout cas, je suis toujours les tendances, je suis toujours les pensées de mes compatriotes. Pour vous, ça sera justice pour Vital Kamerhe si on le blanchit? Je pense que nous tous, nous avons suivi le procès Chanjou et nous avons déniché beaucoup de problèmes, nous avons vu. Et je ne sais pas moi que je puisse me fourvoyer. Nul n'a montré où est-ce que l'ancien directeur de cabinet Vital Kamerhe avait été pris la main dans le sac en fait. Bon, je ne sais prédire ce qui vient après. Il est le prochain Premier ministre. Il est qui? En tout cas, je ne sais pas. Mais ce que moi je souhaite que la justice... Pour vous, ça sera vraiment justice pour Kamerhe si on le blanchit. Hein. Pour vous, vous avez trouvé que c'est tout à fait normal, parce que pour vous, ce procès était un procès bidon. Moi j'ose le dire. Pour vous, c'était un procès bidon ou politique? C'était un procès bidon, c'était un procès politique. En tout cas, je me réserve de dire cela. Pourquoi? Parce qu'il nous avait mené de manière pédagogique, où nous avons vu comment est-ce que les avocats ils se sont exprimés. En tout cas, je me réserve pour dire que c'était un procès politique, ou c'était un procès... Ce que je veux que la justice soit dit, et la justice puisse montrer si et seulement si Vital Kamerhe est coupable ou non, et s'il ne l'est pas, qu'il puisse regagner la vie active, puisse regagner le pays parce que je pense que le parti INC a vraiment besoin de lui, et si et seulement si il est libre, qu'il puisse regagner ses activités et puis Vital Kamerhe est-il incontournable dans l'espace politique congolais? On ne peut pas en RDC se passer de Vital Kamerhe? En tout cas, à dire vrai, on ne peut pas s'en penser. C'est parmi des modèles que moi j'ai incarné, surtout dans la vie politique. Et je ne pense pas que Vital Kamerhe, parce qu'il a été 2 fois
il a fait 2 fois de président de la République au sein de notre pays. Et à l'allure où vont les choses, puisque nous allons vers... Il a été candidat 2 fois, hein? Non, une fois. Non. Il n'a jamais été candidat. Il n'a jamais été candidat, mais il a accompagné 2 fois le candidat. 2 présidents. 2 présidents et puis ils ont Joseph gagné. Kabila et Félix Antoine Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le surnomme le faiseur des rois. Effectivement. Et puis parce qu'il a le langage facile, il sait convaincre. Et puis, par rapport au poids sur notre contrée, l'Est, sur l'échiquier national. Et surtout à l'Est, on dit qu'il effectivement, moi je pense que Vital Kamerhe est très important et nous avons vraiment besoin de lui sur la scène politique pour que nous puissions bien gérer le pays. Nous allons sortir un peu pour revenir et nous allons retomber dans ce qui se passe à la Nogek. Nous allons parler un peu de la guerre russo-ukrainienne, qu'on le veuille ou pas, les retombées. Est-ce que, pour vous, question nette, hein, vous êtes pour qui en fait? Russie ou Ukraine? Pour que je vois comment orienter mes questions. Pro-ukrainien ou pro-russe? Ça, je réponds à titre personnel. Oui, à titre personnel. À titre personnel, en tout cas. Parce que tous les Africains ont tendance à être pro-russe. Comme je suis africain, je suis pro-russe. Mais qu'est-ce qu'il y a? Comment tout le monde soutient Poutine? Tout le monde, la majorité des Africains. Personnellement, pourquoi est-ce que moi je soutiens Poutine? Pourquoi vous soutenez Poutine? C'est là, je l'ai appris auprès de Maître Constant Moutamba, l'esprit de la révolution. En fait, ce que nous constatons dans notre pays, on ne sait pas se prendre en charge. Nous sommes presque une génération inconsciente. Excusez-moi le temps pour le dire en fait, parce que il y a par moment où nous vivons, un groupe des intellectuels accepte d'être dirigé par un médiocre, par exemple. Et lorsque nous vivons dans une société où les choses vont dans le sens contraire, où il y a l'inversion des valeurs, nous, intellectuels que nous sommes muets, on ne sait pas dire un mot. L'élite ne joue pas son rôle. Hein, effectivement, nous sommes faibles devant le billet des banques, nous sommes faibles parce que manipulables, nous sommes, s'il faut aller plus, nous sommes malléables. En fait. En fait, cet esprit de la révolution, c'est ce que nous devons incarner, c'est ce que nous incarnons en fait. Le fait de prendre conscience. Il m'arrive des fois quand je regarde, quand nous sommes en train de décrypter la situation politique de notre pays, si ça ne dépendait que de moi, j'aurais dû naître à la période de Lumumba pour vivre la révolution au vrai sens du mot. De partis politiques, en fait, ce sont des ligas bleus où un groupe de gens se sont accaparés pour donner aux gens de l'ère tribu, aux gens de l'ère parti politique, sans méritocratie, sans compétence, le boulot est X ou Y. Et raison pour laquelle nous sommes en train de vivre l'inversion des valeurs au sein de la société. Et vous êtes au courant que la situation est extrêmement complexe. La situation est vraiment dégoûtante au niveau du gouvernement. Il y a des détournements partout. Il y a des vols partout. Pourquoi? Parce que nous avons des personnes à la place qu'il ne faut pas. Et il faut une révolution, l'auto-prise en charge. Et c'est ce qu'est en train de faire Poutine. Et je l'apprécie très souvent. Et c'est de cette manière que nous devons revoir les choses. En fait, pour que nous puissions tâter demain le changement dans notre pays, nous devons être responsables et conscients. De tout ce que nous avons. Bon, ici, le gouvernement, nous revenons, c'est toujours par rapport à cette guerre, le gouvernement demande une mesure de grâce, veut obtenir une mesure de grâce qui peut permettre aux étudiants congolais qui proviennent de l'Ukraine de travailler, d'étudier, de continuer leurs études, soit en Pologne, soit en Europe. Vous voyez comment les étudiants noirs, entre guillemets, ou arabes sont traités, ils parlent d'une discrimination ouverte. Les Ukrainiens ont eux, la facilité de continuer à étudier en Belgique facilement et ailleurs, mais pour les Noirs, les Arabes, c'est compliqué. Est-ce qu'on va réussir? Est-ce que nous avons une diplomatie assez forte pour réussir à imposer cela, à faire passer cette mesure, cette très chère Madame Paulette, j'ai été en Ukraine au mois de janvier. Ah, en Ukraine, avant la guerre? Avant la guerre, moi j'étais en Ukraine au mois de janvier. Ok. J'ai fait presque une semaine, à peu près une semaine, 5 jours environ. Je connais la souffrance que sont en train de passer les étudiants de l'autre côté. Il y a le racisme au vrai sens du mot. Il y a la discrimination que vous ne pouvez même pas imaginer.
Wow. Et face à cette situation où ils sont en train de passer la guerre au niveau de la guerre entre l'Ukraine et puis la Russie, je sens, parce que j'ai même des contacts de l'autre côté, ils sont en train de m'envoyer des images. En tout cas, c'est déplorable. Je demande, en tout cas, je prie au ministre des Affaires étrangères de trouver la solution le plus vite que possible, parce que moi, je suis en relais avec eux, ils me parlent des fois de choses, et des fois, nous sommes obligés de trouver la solution ici pour voir comment aider les amis qui sont de l'autre côté, qui ne sont même pas parentés avec moi de manière familiale, direct, tout ça, direct, tout ça. Mais puisque nous avons passé un temps, je l'ai côtoyé, nous avons échangé, je vis la situation. Même pendant la situation, pendant la période où la situation était calme, la manière dont ils étaient en train de vivre, la discrimination de l'autre côté, cela s'est encore amplifié en exponentiel pendant cette période. Ils sont vraiment en train de souffrir. Et s'ils vont trouver, le gouvernement va trouver la situation de manière plus vite et rapide, ça va vraiment soulager les amis de l'autre côté pour qu'ils puissent connaître. Parce qu'il n'y a pas que les étudiants. Il y a des Africains, des Congolais qui sont de l'autre côté, qui tentent à investir, qui, après leurs études, ils sont en train de chercher pour voir comment. D'abord pour trouver de l'emploi, c'est vraiment difficile. Mais ils n'ont qu'à rentrer. Quand on part à l'extérieur, c'est pour rentrer, donner le meilleur de soi dans son pays. Pourquoi ils ont tendance à toujours rester là-bas chez eux? En fait, à rester chez les autres. Pourquoi? L'expérience que moi j'ai faite d'aller en Ukraine, j'ai compris pourquoi est-ce que quand les gens quittent le pays, ils n'ont pas l'envie de rentrer. Nous avons des Congolais, nous avons des frères et sœurs très intelligents de l'autre côté, mais seulement qui, des fois, ils sont très découragés parce que lorsqu'ils rentrent dans leur pays, le pays ne sait pas mettre en valeur des intellectuels, qu'on se le dise, entre nous tout soit dit. Mettre en valeur leurs... Deux intellectuels, en fait. Ils ont appris là-bas pour effectivement, puisque nous, ici, lorsque nous avons des compétents, au lieu de le mettre à la place qu'il faut, nous avons des incompétents qui assument des responsabilités à un niveau où ils prennent des décisions au niveau national. Et face à ce genre de choses, et qu'est-ce qu'ils disent? Si ceux qui ont fini ici au pays n'ont pas le boulot, et si nous rentrons, vous pensez qu'on aura le boulot? Vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? J'ai échangé avec une personne, m'a parlé de son histoire. Il était rentré au mois de novembre de l'année passée avec un investisseur. Lui, c'était un Congolais. Ils ont fini ensemble. Il avait besoin d'investir dans le secteur du numérique au sein de notre pays. Mais il m'a dit... Je crois que c'est dans les startups. Hein. Il voulait peut-être créer des startups, des trucs comme ça. Il m'a dit que nous avons rencontré les autorités. Je m'abstiens de ne pas citer le nom de l'autorité ici. L'autorité exigeait le pourcentage. Toujours. Où est-ce que lui va se retrouver dans 10 commissions, 10%. Tu vois, non, la commission... Et ça décourage, en fait. Et du coup, il a parlé avec son partenaire. Allons investir ailleurs. Et ils sont en train de tenter pour voir comment investir au Sénégal. Le projet qui devait être normalement bénéfique pour nous, Congolais, pour notre pays, mais ils l'ont amené ailleurs. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de sérieux dans notre pays. Il n'y a pas vraiment le sérieux. Et cela s'explique dans tout ce que nous sommes en train de connaître, en fait. Je ne veux pas illustrer d'exemple. Vous êtes on a compris. dans le monde où nous tous nous sommes en train d'évoluer. Vous comprenez ce que ça fait. Nous restons un peu en Europe. Je sais qu'au mois d'avril, ici, il y aura des élections en France. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes liés avec la France. Médiatiquement parlant, nous suivons beaucoup de chaînes françaises. Il y a beaucoup de nos familles qui sont en France. Vous comprenez aujourd'hui la montée de Zemmour, la montée de l'extrême droite, la montée de Marine Le Pen, parce que beaucoup disent qu'ils ont des fortes chances de passer au second tour. Peut-être, si pas même de battre Macron. Effectivement. D'abord, je veux vous amener à comprendre la qualité de personnes qui sont en train de vouloir le pouvoir au niveau de l'extérieur. Lorsque vous suivez le débat, parce que nous tous nous suivons, vous allez comprendre que ce sont des personnes avec des têtes bien faites. Et moi, je suis pro-Zemmour, en tout cas. Vous êtes pro-Zemmour? En tout cas, Eh bien, dis donc, qu'est-ce qui vous attire chez Zemmour? Qu'est-ce qu'il dit qui vous attire? Cela n'engage que moi. Parce qu'on le traite de raciste, on le traite de xénophobe, de chauvin et tout ça. Qu'est-ce que vous attire chez Zemmour? C'est la première fois que je vois un noir être pour Zemmour. Moi, j'ai mes convictions propres qui font en sorte que je puisse, qui n'a rien à voir avec avec la race et tout ça. La race, tout ça. C'est question de conviction, ces idées. Vous partagez ces idées? Je partage ces idées, je partage ces convictions. Une idée, par exemple. Une idée, par exemple. Une idée de Zemmour que vous aimez. Pourquoi est-ce que Zemmour parle, par exemple, du racisme, tout ça, il n'a pas besoin des immigrés de l'autre côté? En fait, nous devons nous prendre en charge. Pensez-vous que, madame,
si on avait un gouvernement responsable, qui partageait le gain qui devait revenir à la population, de ne pas le canaliser pour leurs propres intérêts. Si chaque Congolais trouvait les gagne-pain ici dans notre pays, vous pensez qu'on allait nous tous jouer le 2 loterie pour aller en Europe? Non. Je ne pense en tout cas. Puisque nous, dans notre pays, c'est une classe de gens, par exemple, qui se sont accaparés pour canaliser les intérêts de la population dans leurs propres poches, raison pour laquelle nous sommes en train de souffrir. Il n'y a pas d'opportunités. Les jeunes intellectuels qui finissent les études dans des universités, l'État n'offre pas en fait et surtout, lorsque nous sommes dans un pays où les gens ont besoin d'avoir le matricule, où la personne qui donne du boulot, c'est l'État, c'est le gouvernement en place. Au lieu que le privé puisse... en fait, dans d'autres pays, je vous ai dit par exemple, à l'exemple de l'Ukraine, ce sont des privés qui multiplient des entreprises et l'État aide en fait. Et chez nous, c'est effectivement, chez nous, c'est le contraire. Et vous pensez que on peut parler vraiment de l'émergence dans notre pays? Non. En fait, le fait que Zemmour parle de ça, cela me pousse moi à pouvoir aimer mon pays, à pouvoir incarner le changement au vrai sens du mot dans mon pays, pour que les choses puissent avancer. Et que le jour où moi je serai dans les affaires, que je ne puisse pas canaliser les intérêts de la population pour ma famille, pour mon parti politique, que nous puissions mettre les personnes à la place qu'il faut, les compétents. En fait, c'est la prise de conscience, en fait. C'est l'esprit que moi je partage chez Zemmour. Et nous sommes victimes de ça. Nous nous sentons victimes, en fait, parce que nous avons toujours l'amour de quitter le pays pour aller à l'étranger. Et puisque notre intérêt, c'est de quitter pour aller à l'étranger, nous sentons que nos intérêts sont menacés. Nous voyons que c'est de l'autre côté. C'est un danger que Zemmour présente un danger. C'est un danger, pourquoi? Parce que nous voulons tous être immigrés en France, par exemple. Or, nous devons aimer notre propre pays. Moi, j'ai toujours dit, le Congo a la malchance de nous avoir comme des Congolais. Le Congo a la malchance de nous avoir comme des Congolais. Nous n'aimons pas le Congo, mais nous aimons l'argent que nous offre le Congo. Je ne sais pas si vous comprenez en fait. Or, nous devons aimer le Congo avant son argent. J'aime l'argent du Congo et non le Congo. Et le Congo, là, j'aime les mines du Congo, mais pas le Congo. Pas le Congo. Et le Congo a la malchance de nous avoir Congolais, en fait. Parce qu'on ne sait pas, le Congo a le mine, nous avons de l'eau, nous avons des forêts, nous avons presque tout. Qui gère le Congo? C'est le Congolais. Et comment il gère le Congo? Si vous faites la nuance, vous allez comprendre que nous sommes nous-mêmes responsables de notre propre malheur. De notre propre malheur. La NOGEC, nous allons terminer par ça. Ça va? Ces structures se portent bien? Toutes les petites affaires, toutes les petites tensions avec les autres, ça va? Vous avez quand même fait la paix avec les autres? Bon, en fait, actuellement, nous parlons d'IPRO. C'est quoi ça? DIPRO, c'est une plateforme politique où il y a un ADEC de l'excellence AG Moutamba qui est actuellement au niveau de la CENI, Kester. Il y a le président Constant Moutamba. Il y a d'autres partis qui sont alliés à DIPRO, qui est une plateforme. En fait, c'est une jubbessière politique qui promet, en fait, qui incarne de valeurs propres et qui... dans les jours à venir, le Congo sera vraiment surpris de voir une crème intellectuelle responsable et révolutionnaire. Mais qu'est-ce que vous prenez dans le DIPRO? Qu'est-ce qu'il y a comme valeur que vous prenez? Qu'est-ce que vous allez vendre pour attirer les gens à venir vers vous? Parce qu'on a plus de 400... Combien Massamba, combien de partis? Plus de 450, 600 partis, 450, 500... Qu'est-ce qu'il y a de particulier chez vous qui peuvent attirer les Congolais à venir? La prise de conscience, la révolution et l'amour propre de notre pays. Et sur ça sont greffées d'autres valeurs. On peut en parler, on a encore quelques minutes. Vendez-vous un peu, attirez les gens, attirez surtout la jeune classe politique peut-être. Quand on parle de la révolution, en fait, même DIPRO, c'est dynamique progressiste révolutionnaire. Mais la révolution est un peu archaïque, puisque moi je vois la révolution cubaine, je ne sais pas si c'est la même chose, révolution cubaine, révolution française, c'est quel genre de révolution vous parlez?
L'AFDL a fait sa révolution aussi. De quelle effectivement, nous avons cohabité, bon, nous avons vécu avec le cacique, nous avons compris de la manière dont ils ont géré. Et vous-même, en tant que vous avez l'aide dans la situation politique, vous avez compris comment est-ce qu'ils ont amené le pays. En fait, la prise de conscience, c'est ce qui pousse à la révolution. C'est le ras-le-bol, en fait. Puisque nous avons le souci de gérer le pays autrement, puisque nous avons le souci de gérer le pays pour que la population congolaise puisse se retrouver, en fait, dans tout ce que nous sommes en train de faire. Raison pour laquelle nous parlons de la révolution, nous incarnons, nous inculquons l'amour propre de notre pays pour que nous puissions, aux jours à venir, faire la promotion, en fait, faire la politique autrement, en fait. Autrement comment? Moi, j'aime les exemples palpables. Parce qu'un jeune, aujourd'hui, vous avez dit, les jeunes qui étudient en Europe, par exemple, n'ont plus envie de revenir. Qu'est-ce qui va attirer? Qu'est-ce que vous allez faire pour attirer ce Congolais qui a étudié en Europe avec son expérience? L'opposant Constant Moutamba. Ah, il est opposant? Effectivement. Okay. Il n'est pas union sacrée. Il n'est pas dans l'union sacrée. L'opposant Constant Moutamba a renversé le cacique. En tel ensemble qu'il a présenté un ticket, il a fait un poste des opposants au niveau de la CENI, ensemble avec l'excellence A.G. Matembo. Ah, ils ont quel poste là-bas? Ils ont le questeur. Ok. Pourquoi? Parce que Yahi de Loumanou, Yahi, tout ce que vous avez connu auparavant, ce sont des gens vraiment intelligents, mais qu'est-ce qu'ils ont donné comme solution au niveau de la population? Non, c'est une guerre de génération. Vous trouvez que les vieux n'ont pas réussi, c'est ça? Vous voulez un esprit nouveau, vous voulez que les jeunes prennent. Et pourtant, quand on vous montre l'âge des présidents, l'âge du Premier ministre, ils sont tous des jeunes. Qu'est-ce que vous voulez? La jeunesse n'est pas une garantie de réussite. Tel que vous l'avez dit, la jeunesse n'est pas une garantie de la réussite. Pas du tout. Mais seulement, au-delà que vous puissiez être jeune, au-delà que vous soyez jeune, vous devez aussi regorger en vous les capacités de pouvoir gérer autrement le pays de manière responsable. Est-ce que vous êtes préparé? Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, je me sens vraiment frustré, je suis vraiment malheureux lorsque je vois un jeune en train de chouer à la tête. Nous avons Samalouko, il a à peine quarantaine. C'est un jeune. Mais lorsque nous regardons la situation de notre pays actuel, mais c'est un jeune qui est en train de chouer. Est-ce qu'il échoue parce qu'il est jeune ou il échoue parce que le cadre ne le permet pas de bien travailler? Il y a beaucoup de pesanteurs. Puisque peut-être tout n'est pas à dire à la télé, mais on dit que Samalouko a presque les mains liées. Peut rien faire. Mais politiquement, vous comprenez ce que je veux dire? Effectivement, je comprends ce que vous voulez dire. Vous avez deux mains liées. Et qu'est-ce que vous prenez comme responsabilité? Parce que quand tu te sens lié et qu'il y a des retombées de l'autre côté, vous êtes responsable. Qu'est-ce que tu fais? C'est cette révolution que nous sommes en train de parler. C'est cette révolution que partage le maître Constant Moutamba. Vous ne pouvez pas occuper un poste pour plaire à X ou Y. Est-ce que vous jouissez pleinement de votre pouvoir? Il n'est pas seulement question de la volonté, la compétence, le pouvoir de bien faire. Est-ce que vous jouissez pleinement de votre pouvoir? C'est ça aussi le grand problème. Lorsque vous vous sentez lié, tu es Premier ministre, ok, c'est bon, je me dis, vous êtes étiquette, vous êtes Premier ministre, où les gens sont en train de usurper ton pouvoir. Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'après tout, c'est vous qui êtes responsable. Quand on vous insulte, quand vous vous sentez incompétent, c'est la jeunesse qui est de l'autre côté. Vous êtes pour la présidentialisation du poste de président qui est plus de poste de Premier ministre. Beaucoup disent que c'est un poste qui n'a pas sa place d'ailleurs. Parce qu'à un moment, on n'en avait même pas. On doit avoir un Premier ministre. Je ne suis pas pour, à mon humble avis. Et c'est une question que nous sommes en train de discuter en interne, et je pense que le maître Constant Moutamba... Qu'on donne plus de pouvoir au chef de l'État. Je ne suis pas pour. Et la présidente, donc vraiment plus de prérogatives encore au chef de l'État. Plus de prérogatives au chef de l'État, c'est pour des raisons politiques, c'est pour des raisons électorales, les raisons pour lesquelles nous avons besoin de faire beaucoup de choses en fait. En fait, la situation c'est... ce n'est pas ça en fait la question. La question, c'est la responsabilité. Chacun doit jouer son rôle. Madame, je vais illustrer un exemple. Nous tous, pendant un certain moment, nous avons entendu un programme de construction des écoles et des hôpitaux au niveau de Bougimaï, où un conseiller du président de la République, je me réserve de citer son nom,
a piloté en fait ce projet de maison, construction de maisons qui coûtait une affaire de 14 millions de dollars, tout ça. Et le Premier ministre responsable des actions gouvernementales n'était pas au courant. Comment vous expliquez ce genre de phénomène? Et lorsqu'il a su de quelle manière s'est exprimé. Aujourd'hui, selon vous, les conseillers ont plus de pouvoir que les ministres? Effectivement, c'est ce qui donne. Effectivement. Il y a deux gouvernements dans ce pays, un gouvernement parallèle, selon vous? Il n'y a pas deux gouvernements, mais il y a des gens, des conseillers au niveau de la présidence qui usurpent le pouvoir des autres, en fait. Raison pour laquelle nous avons le gouvernement parallèle. Il y a des actions qui devaient normalement piloter par le Premier ministre avec ce ministre, mais ces actions sont pilotées par des conseillers, ils sont en train d'usurper, et vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce qu'il est dans le clan, il réside dans la même maison que le chef de l'État. Vous savez, c'est l'inversion des valeurs. C'est ce qui crée le problème. Et nous, en tant que jeunes, moi, je ne partage pas cet avis. Et le Premier ministre doit se prendre en charge pour tracer le chemin après. Parce qu'après tout, c'est lui qui l'échoue. C'est de lui qu'on jette de l'opprobre. Et qu'est-ce que lui doit faire dans ces cas? Prendre sa responsabilité. C'est cette révolution, en fait, que le maître Constant Moutamba, que je salue d'ailleurs même en pensant, parle de ça, en fait. L'auto-prise en charge. La conscience, une jeunesse consciente. Une jeunesse, avant de pouvoir assumer les affaires au niveau de l'État, qui puisse être préparée. Au lieu de tâtonner, chaque programme vous tâtonnez, il y a des échecs. Est-ce qu'il y a une école, université pour être politique? Je ne pense pas, mais ces jeunes peuvent encadrer que dans vos institutions, dans vos partis politiques, est-ce que vous jouez ce rôle d'encadrer cette jeunesse? Je vous ai dit que les partis politiques actuels, ce sont des ligablos. Nogec aussi? Présent? Ou la plateforme, ou Nogec aussi? Non, je ne pense pas. Vous ne pensez pas? Vous gérez autrement? En fait, dans un parti politique, c'est un cadre, c'est un regroupement de deux intellectuels qui pensent sur le devenir d'un pays, en fait. Vous le faites chez vous? Effectivement, il y a des formations sur différents domaines. Pour que lorsque vous allez assumer les affaires aux jours à venir, que vous ne puissiez pas tâtonner. Et tout ce que nous sommes en train de connaître, en fait, ça me donne de leçons. Tel a fait ça, pourquoi est-ce qu'il a échoué? Tout ça. Et puis, si vous regardez, nous avons des parvenus. Nous avons des gens qui sont en train de tâtonner. Vous avez suivi le chèque qu'a fait le ministre de l'économie. Il a été déchu au niveau de l'Assemblée nationale. Lorsque vous regardez le programme qu'il avait amené pour le chinchard et autres, le poisson de l'autre côté, si vous regardez la conception, en fait, la jeunesse même de la conception de ce projet, vous allez comprendre qu'il y a un problème de gestion. Il y a un problème de la carrure de la personne à la place qu'il faut. Est-ce que nos partis politiques prennent des valeurs, ils mettent des personnes à la place qu'il faut? C'est ça, en fait, le problème. Et lorsque vous mettez les personnes à la place qu'il faut, en fait, un intellectuel qui est très mal formé, il est plus dangereux qu'un fou armé. Ouais, ça, c'est ce que nous vivons aujourd'hui chez nous. Hein. Ce que nous vivons vraiment. Un intellectuel qui est mal formé, il est plus dangereux qu'un fou armé. C'est ce que nous sommes en train de connaître, en fait. Ok. Nous allons terminer. Je crois que pour la Nogec, tout a été dit. Vous êtes vraiment cette structure qui prône la révolution, dirigée autrement, et l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je crois que c'est ça que vous prônez vraiment. Est-ce que vous avez des activités? Effectivement. Des meetings ou quelque chose que vous avez prévu? Il y a une matinée politique qui est prévue le 9 avril au niveau de notre siège de DIPRO, où nous allons partager la situation politique. Et je pense que les autorités du parti sont en train de réfléchir sur la question. Et c'est là où nous exprimons des idées devant le militant des différents partis politiques qui sont dans la structure DIPRO. Et nous invitons les jeunes, en tout cas, de faire foi. Le Premier ministre nous a dit que d'ici là, nous aurons enfin notre carte d'identité. Enfin. Pas la carte d'électeur, je parle bien de carte d'identité. 1997-2020, ça fait combien déjà? 25 ans. 25 ans. Sans pièce d'identité. Mais cette fois-ci, il nous rassure qu'on aura ça avant les scrutins de 2023. Bonne chose quand même. J'encourage. Enfin, parce que nous sommes habitués à nous promener avec le carte d'électeur comme si c'était une carte d'identité.
Si tel sera le cas, si vraiment le Premier ministre va nous donner la carte d'identité et avoir la carte d'identité, la carte d'électeur, en tout cas, ça sera une très bonne chose. Et moi-même, j'encourage, parce que lorsqu'un jeune est en train de se démarquer, vouloir de faire quelque chose du bon, en tout cas, il faut encourager. Et moi, j'encourage. Jean-Claude, vous êtes jeune. Moi, j'ai tweeté ce matin, doit-on, dans les nouvelles cartes d'identité qui viendront, ou dans les prochaines cartes d'électeurs, enlever les notions secteur, territoire et province pour renforcer l'identité nationale, pour renforcer la cohésion nationale? Parce que j'ai appris que, comme au Rwanda, on ne met plus ça, tribu tel, on ne met plus sur la pièce d'identité. Pour vous, est-ce que c'est un élément qui peut nous rapprocher si on n'a pas ça dans nos pièces d'identité? Sur cette thématique, je vais essayer un peu de placer un mot, toujours sur l'idée que vous avez avancée. C'est une question qui est vraiment de l'actualité. Le tribalisme, l'ethnicisme, les régionalismes en fait. Dans tout ça, lorsque nous parlons congolais, nous ne voyons pas de tribalisme, secteur et autres, tout ça. Moi je pense que, à mon humble avis, en tout cas je m'adhère à votre idée, de ne pas mettre le secteur, parce qu'actuellement, si vous voulez vous présenter dans un cabinet par exemple, vous voulez obtenir un boulot, qu'est-ce qu'on regarde? C'est le nom qui appartient dans quelle contrée, dans quelle province, et s'ensuit le secteur, tout ça de l'autre côté. Et il y a une forte probabilité de choisir la personne qui est de votre secteur et de négliger la compétence. Si en tout cas le Premier ministre, je pense qu'avec son équipe, ils sont en train de réfléchir sur les modalités de la carte d'identité, je ne parle pas de la carte de lecteur, ils vont réfléchir dans ce sens. Moi, je pense qu'ils vont diminuer l'intensité du tribalisme au sein de notre pays et nous parlerons du Congo et non de telle ou telle autre province. Je crois que le tour de la question a été fait. Je crois que les minutes... Est-ce que nous avons encore quelques minutes? 2 minutes, voilà. Donc, j'ai bien joué tout le temps. Donc, est-ce que vous avez un dernier mot? Parce que je crois que je fais le tour de l'actualité de ce lundi. Est-ce que vous avez un dernier mot pour que nous puissions nous séparer? Oui, un dernier mot. Nous appelons le militant de répondre favorablement à la matinée politique prévue dans un futur proche le 9 avril, où le clan DIPRO, à travers son président, Maître Constant Moutamba, va éclairer la lanterne sur la situation politique actuelle, de répondre massivement, et puis aux jeunes de faire foi à cette nouvelle classe politique qui est en train de se créer le chemin sous le leadership de Maître Constant Moutamba. C'est en fait ça, et puis aux communicateurs de DIPRO, que nous allons tous nous réunir autour de Maître Constant Moutamba aujourd'hui pour voir comment bien planifier l'action qui est prévue à la fin de la semaine, qui est la matinée politique. Ok, donc matinée politique le 9 avril de DIPRO, là où je pense que Constant Moutamba va donner toutes ses idées. Moi, je crois que c'est un révolutionnaire. Je le vois souvent avec les ambassadeurs de Cuba. Il va souvent à Cuba. Je crois que c'est là où il prend souvent ses idées de révolution. Merci à vous, Jean-Claude Onganzoa, d'être passé. Merci à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Restez fidèles à la Lyon Télévision officielle et à nos chaînes partenaires. Nous nous retrouverons très, très prochainement. Que Dieu nous bénisse tous.